C'était la quatrième et dernière catégorie dans les déserts continentaux à hiver froid, qui ne se situent qu'aux latitudes tempérées. Hein, voilà. Pourquoi sont-ils froids et désertiques? Eh bien parce qu'ils sont très éloignés de la mer, impénétrables aux perturbations qui viennent de l'ouest, et quand il y en a une qui arrive à faire une petite percée, elle a perdu toute son humidité, et ça se traduit uniquement par des manifestations du vent, et des vents qui ne transportent pas de précipitations mais du sable. Voilà. Les hivers sont longs, avec des températures très très basses. Comme l'air est très froid et donc très peu humide, les précipitations sont faibles et curieusement ne durent pas tellement longtemps. Hein, parce que là encore, les vents s'en mêlent, et donc on a vraiment un petit couvert neigeux qui peut être d'ailleurs très, très irrégulier, hein, en surface. Les étés sont torrides, avec de très fortes amplitudes quotidiennes, mais l'amplitude la plus forte, c'est l'amplitude hiver-été. Oui, et je crois que je vous l'avais dit, donc ça peut aller jusqu'à 90 degrés. Hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir moins 40 et plus 50. Ce qui, avoué, doit être assez éprouvant pour tout être vivant. Néanmoins, donc, ces déserts ont joué un rôle. Les meilleurs exemples sont le désert de Gobi en Chine, et côté Mongolie aussi, et puis l'Asie centrale, qui correspond aujourd'hui au Turkestan. Voilà, on est bien raccord jusque-là? Parfait, parfait. Donc, je terminais, je crois, en disant que ces déserts, donc dans leur ensemble, toutes catégories confondues, ne doivent pas être considérés comme des obstacles, comme des barrières. Les déserts ont toujours été franchis, traversés, parcourus, habités. Hein, les systèmes de caravanes, les oasis ont joué un grand rôle. Le nomadisme existe encore un petit peu, malgré toutes les tentatives de sédentarisation. Ces déserts n'empêchent pas des civilisations très élaborées de se former. Par exemple, si quelqu'un d'entre vous a eu la chance d'aller en Jordanie, du côté de Petra, la civilisation nabatéenne est vraiment née dans le désert et s'est développée dans le désert. Aujourd'hui, ces déserts nous inquiètent un peu parce que dans certains lieux, eh bien, ils s'étendent. Les zones arides, semi-arides, eh bien, prennent plus de place, prennent du terrain, et c'est ce qu'on appelle, notamment au Sahel, c'est-à-dire la bordure sud du Sahara, c'est ce qu'on appelle donc l'avancée du désert. Voilà. Oh, petite parenthèse, Sahel en arabe veut dire le rivage. C'est-à-dire que le désert du Sahara est considéré comme une mer, et donc sa bordure comme un rivage. Hein. Ça, c'est le sens premier du mot Sahel. Maintenant, vous savez que ça désigne une série de pays. Contre cette avancée du désert, il y a depuis, heureusement assez longtemps, au moins une trentaine d'années, un immense projet qu'on appelle la barrière verte, et qui consiste à essayer de planter des arbres qui vont, j'allais dire, lutter contre cette avancée et maintenir un peu de sol avec leurs racines, maintenir de l'humidité. Voilà. Alors, selon les pays concernés, cette barrière verte est plus ou moins avancée, plus ou moins dense, mais il y a ce projet qui, quand même, est intéressant à noter. Voilà. Alors, c'est pour ça que j'avais une transition toute trouvée avec donc la végétation ou les végétations dans ces régions arides et semi-arides. Voilà. Donc, nous y sommes. Grand 3, la végétation des régions arides et semi-arides. Si cette végétation est très peu dense, la moins dense ou presque, excepté les hautes latitudes, la moins dense de toutes les zones, elle n'en est pas moins, à mon avis, extrêmement intéressante. Alors, je vais d'abord en donner quelques caractères généraux. Quelle sorte de végétation a bien pu s'installer
dans des régions qui, a priori, ne sont pas du tout faites pour des végétaux. Eh bien, quelles plantes trouve-t-on dans les déserts? Eh bien, des plantes qui viennent tout simplement des régions voisines. Donc il faut tenir compte de ça. Ces plantes-là ne sont pas arrivées, j'allais dire, de l'espace. Ce sont simplement les plantes des régions voisines qui ont fait la conquête petit à petit de ces régions. Alors elles ont fait cette conquête au prix d'une évolution, puisque les conditions, j'allais dire, étaient bien particulières. La première condition, la première adaptation, bien sûr, c'est de survivre malgré la sécheresse. Voilà, donc des plantes qui viennent des régions voisines, et leur première caractéristique, c'est d'être équipées, en quelque sorte, pour survivre à la sécheresse. Ces plantes, on leur donne un nom générique, ce sont des plantes xérophiles. Elles le sont devenues pour pouvoir conquérir ces territoires. Deuxième adaptation nécessaire, les sols. Les sols, c'est-à-dire la petite dégradation de la roche en surface, les sols dans les déserts sont minuscules. On a l'habitude de dire qu'ils sont carrément squelettiques. Voilà, il n'y a pas beaucoup de peau sur les os, voilà, il n'y a pas beaucoup de sol sur la roche. Ces sols donc sont très minces et parfois il n'y en a même pas du tout. On est sur la roche nue. Troisième nécessité d'adaptation, pas toujours mais très fréquemment, il faut aussi que ces plantes supportent la présence de sels minéraux abondants, en grande quantité. Donc, la question des sols et la question des sels minéraux. Et ces plantes-là, vraiment, développent là aussi des capacités à, d'abord, survivre à cette forte teneur en sels minéraux, et même aussi en tirer parti, ce qui est d'ailleurs encore mieux. Dans ce cas-là, eh bien, on parle de plantes halophiles. Alors, on n'en a pas fini avec l'adaptation de ces plantes. Il y a encore un presque un quatrième caractère. Le quatrième caractère, ça va être la rapidité, si je puis dire. Et oui, parce que la période végétative, c'est-à-dire la période où elles vont pouvoir faire leur cycle végétal, va être courte et très variable. Donc il faut s'adapter à ça. C'est pas le confort. Oui, alors j'attends la pluie, j'attends le soleil. Non. Il faut, j'allais dire à ces plantes, la capacité de démarrer leur cycle végétal à la première pluie et de se dépêcher de parcourir tout le cycle, fleurir, faire des graines. Les graines s'enfoncent et puis on attend la prochaine pluie. En gros, c'est ça. Voilà pour. Je schématise, mais c'est tout à fait ce qui se passe. Donc il faut qu'elles aient un cycle vraiment court de végétation et un cycle que je dirais opportuniste. C'est-à-dire, il y a une pluie, oups, allez, tout se déclenche, bien sûr. Voilà, donc des caractères bien spécifiques et somme toute très, très intéressants parce que des capacités finalement exceptionnelles. Voilà, les plantes des déserts sont des combattantes en quelque sorte. Alors, ces plantes donc, ont beaucoup de caractères communs, bien sûr, mais elles ont quand même aussi forcément quelques éléments de variété. Je vais commencer en parlant un petit peu justement de la roche sur laquelle elles se retrouvent installées. Parce que selon le type de roche, il faudra développer encore une fois des capacités d'adaptation particulières. Si vous êtes sur du sable ou si vous êtes sur de la roche bien dure et bien sèche, vous n'allez pas jouer des mêmes capacités pour survivre. Voilà. Alors, donc, je vais vous donner quelques éléments là-dessus. Donc, voilà les caractéristiques. Là c'était le cycle végétal. Alors, les facteurs de variation. Facteurs de variation, donc, le sol. Je vais vous donner simplement quelques petits exemples. Sur cette façon donc d'évoluer. Alors,
Premier exemple, parce que c'est le premier qui vient finalement à l'esprit, c'est quand on a un sol sableux. Alors, mettons-nous à la place des plantes. Sol sableux, quand il y a un petit peu d'eau, elle s'infiltre. Et elle ne remonte pas facilement. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour ces plantes? Voilà, avoir de très longues racines. Voilà, donc, désert sableux, la plante, je vais chercher en profondeur pour être sûr de trouver cette eau qui arrive enfin, mais qui ne reste pas du tout en surface. Non. Donc voilà, de longues racines, de profondes racines. À l'inverse, de la roche dure, hein, bien solide. Alors, et en plus ventée. Bon, là on ne peut pas s'enfoncer, c'est pas la peine. Alors on ne s'enfonce pas, on rampe. Voilà. De la moindre fissure. Voilà aussi. Voilà, on se protège, on s'insinue dans les fractures, dans les fissures, et donc on a des plantes, au contraire, avec des racines rampantes ou qui s'insinuent, comme vous le disiez, tout à fait dans les anfractuosités. Autre possibilité sur un sol rocheux, les plantes de la famille des graminées, dont il sera souvent question, parce qu'elles sont très douées, les graminées, très douées pour survivre. Troisième cas, les roches argileuses. Pas forcément argileuse à 100%, argileuse plus ou moins. Hein, voilà, enfin, au moins, il y a quand même un petit peu d'argile. Rappelez-vous, c'est pas non plus un cadeau, parce que pendant la période de sécheresse, c'est la croûte qui se forme, c'est un sol imperméable. Alors là, on est bien embêté. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, là, on va, j'allais dire, vraiment jouer la carte minimale, c'est-à-dire que les graines sont juste là, sous la croûte, et dès que la croûte s'humidifie, eh bien, elles enclenchent leur cycle. Donc, on a là vraiment des très courtes racines. C'est pas rampant, mais il y a quand même une petite couche qui permet de s'accrocher. Et c'est sur les sols comme ceux-là, ce qui est assez étonnant, c'est que ces régions argileuses forment souvent des zones un peu comme d'anciennes mares, hein, en quelque sorte. Et dès qu'il y a un petit peu d'eau, eh bien vous avez une prairie fleurie d'ailleurs, qui tout à coup s'installe, et on a l'impression vraiment alors c'est très rapide, donc on a l'impression qu'en une nuit, il y a eu un coup de baguette magique, et là où il n'y avait rien, et ben ça y est, maintenant on a une très jolie prairie, très photogénique d'ailleurs, et c'est un petit côté miraculeux, voilà. Le mot n'a pas sa place en science, hein, mais bon, voilà, c'est le ressenti, bien évidemment. Et puis il y a aussi un quatrième cas, je l'ai un petit peu évoqué, c'est quand on a des sols salins, donc très chargés en sels minéraux. Alors, là, ce sont les fameuses plantes halophiles qui sont aux premières loges. Ce sont les seules à pouvoir s'approcher en quelque sorte, mais il est évident qu'elles ne vont pas aller jusqu'aux concentrations les plus fortes. Et ce qui fait que on a souvent un système concentrique. Par exemple, on a une cuvette endoréique, vous vous rappelez l'endoréisme? On a une cuvette endoréique, donc le creux central, alors là, il n'y a rien, il y a une épaisse couche de sels minéraux, mission impossible. Et puis, on a donc une première couronne avec les fameuses plantes halophiles. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'on va s'éloigner du centre, où les conditions vont être un tout petit peu meilleures, eh bien, on va trouver toute une série de plantes. Voilà. C'est somme toute extrêmement logique. Hein, voilà. Selon les conditions, hein, on a. Alors, quelle sorte de plantes dans ces auréoles?
on a des plantes de la famille des armoises, par exemple. Et puis au Moyen-Orient, on a les fameux yuccas, dans les auréoles périphériques. Alors, dernière chose dans les généralités, ce qui est très intéressant aussi dans cette végétation des déserts, c'est que chaque désert a sa végétation spécifique. Chaque désert est un monde végétal à soi tout seul. D'où des exemples que je vais vous donner avec des éléments très très originaux qu'on ne trouve nulle part ailleurs que dans tel ou tel désert. Voilà. Donc, chaque région a ses espèces spécifiques, même si visuellement, au premier coup d'œil, on a l'impression que c'est toujours un peu la même chose. Il y a des épines et puis il y a des vagues touffes d'herbe, enfin, etc. On a l'impression, mais quand on y regarde de près, eh bien, ce ne sont pas forcément les mêmes plantes, ou bien si ce sont des plantes de la même famille, hein, comme les xérophiles ou les allophiles, eh bien, il y a des originalités. Il y a des variantes en quelque sorte sur la façon de survivre. Alors, c'est un petit peu ces variantes que je voudrais évoquer en prenant juste quelques petits exemples les plus originaux ou les plus étonnants. Je viens d'en parler, il y a un dernier caractère commun, vous le savez sans doute, c'est la présence des épines. Alors ça, pourquoi y a-t-il des épines dans la végétation des régions arides et semi-arides ? Protéger des monteurs. Pour se protéger ? Des monteurs. Ah ! Non, c'est pas la priorité. Mais c'est vrai que, bon, quoique, bon, hein, d'après ce que j'ai vu, les chameaux et les chèvres n'ont pas l'air de s'arrêter, ni les girafes, d'ailleurs, de s'arrêter à ce genre de considération. Oui, exactement. En fait, la stratégie de l'épine, c'est une feuille qui se replie pour offrir le moins de surface possible à l'évaporation. Cachons-nous. Hein, voilà. Vous imaginez une feuille comme ça, là, en plein soleil. Bon, c'est fichu d'avance. Hein. Donc, beaucoup d'épines parce que c'est un substitut des feuilles. Alors, ça n'empêche pas, par exemple, l'acacia de faire aussi des feuilles, mais bon, il a aussi les épines parce que il faut bien qu'il fasse, j'allais dire, la synthèse chlorophyllienne. Il faut bien qu'il pourvoie à sa propre subsistance. Hein. Mais les épines, c'est d'abord une réaction, tout simplement, à la sécheresse. On se replie, hein, et pour se protéger. Bien, alors, maintenant, donc, on a vu tous ces caractères généraux, on va voyager un petit peu, donc, et je vous donnerai quelques exemples donc de ces plantes insolites ou particulières ou que vous connaissez peut-être aussi parce que par le biais de la mondialisation du jardinage et des fleuristes, eh bien, il y a pas mal de ces plantes qui sont arrivées chez nous. Ah oui, elles sont exotiques, hein, elles sont amusantes parfois donc à regarder et donc elles sont entrées aussi bien sûr quelquefois dans nos jardins ou dans des collections même. Voilà. Alors, donc, allons-y, petit voyage dans différents déserts. Alors, à tout seigneur, tout honneur, enfin, façon de parler, il va être question d'abord du Sahara. Je fais une place un petit peu spéciale au Sahara. Mais c'est un petit peu logique, compte tenu de ses dimensions, de la variété de son relief, forcément il y a beaucoup à voir dans ce désert-là. Alors, quels sont les types de plantes que l'on trouve dans ce très vaste désert? Alors, les fameux acacias. Voilà. Et dans la catégorie donc arbres, hein, même si le tronc des acacias n'est pas énorme, on est bien quand même dans les arbres. Il y a aussi, que vous connaissez sûrement, les tamaris, et puis aussi les jujubiers, les pistachiers,
arbres-là, on va les trouver plutôt dans les dépressions fermées où il y a un peu d'humidité quand même sous-jacente. Voilà, parce que bon, il faut que ces arbres survivent, fructifient. Bon, donc ils ont quand même besoin d'une eau qui soit, j'allais dire, pas trop difficile à récupérer. Quand l'eau se fait plus rare, on a donc des buissons à longues racines. Vous voyez qu'on retrouve la caractéristique des graminées. Là, c'est ce qu'on va trouver niché dans, vous vous rappelez, les ergues, c'est-à-dire les étendues de sable, dans des recoins des dunes. Dès qu'il y a une situation, une orientation qui est favorable, on va trouver quelques buissons, donc à longues racines. Je vous rappelle aussi que le Sahara recèle des montagnes. Le Tibesti culmine à 3400 mètres, quand même, c'est pas négligeable. Alors là, on a un phénomène un petit peu surprenant, c'est-à-dire qu'on va retrouver en altitude, donc au Tibesti par exemple, on va retrouver en altitude les plantes des dépressions, puisque ces montagnes, par l'effet un petit peu orographique, arrivent à avoir un petit peu d'eau. Voilà. Donc on va retrouver les acacias, les graminées, des bruyères arborescentes. Voilà. Donc vous voyez, un paysage, j'allais dire, de montagne dans le désert, c'est une surprise. On retrouve le même catalogue, en quelque sorte, que dans les dépressions. Et puis, alors je vais faire un tout petit dessin, si on peut dire. Si je représente le Sahara comme un grossier rectangle, voilà, à peu près, il y a des variantes géographiques. Donc, ici l'océan Atlantique, donc orientation le nord toujours en haut, convention internationale, ou presque, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de typique dans ce Sahara sur les bordures ? Alors, sur la bordure nord, on a un type d'herbe qu'on appelle l'alpha. Ça vous dit quelque chose ? Ah oui, ça commence à être tout à fait connu. Donc, c'est une plante assez spectaculaire en termes de développement. Voilà, c'est presque décoratif. Donc là aussi, c'est photogénique. Par contre, quand on va vers le sud, on a une adaptation aussi à la sécheresse, beaucoup plus, j'allais dire, singulière encore. Cette fois-ci, c'est un arbre qui s'adapte. Il fait des réserves d'eau. Le baobab, l'arbre bouteille. Voilà. Donc, sur la bordure sud du Sahara, l'arbre emblématique, en quelque sorte, c'est ce fameux baobab, voilà, qui est capable donc, de se faire ses réserves. Et c'est une adaptation aussi tout à fait singulière. Et puis, sur la bordure atlantique, ici, un petit peu plus fraîche, on a deux catégories. Il y a un arbre que la cosmétique nous a fait connaître, c'est l'arganier, la fameuse huile d'argan. Voilà. L'arganier fait partie de la végétation naturelle de l'ouest, donc saharien. Et puis, on a aussi, sur cette bordure ouest, la grande famille de ce que nous appelons les plantes grasses. Voilà. Toute cette variété infinie des plantes grasses qui ont des formes fascinantes, géométriques, très très variées, en forme de cactus ou en forme d'étoile, enfin voilà, toutes sortes de variantes. Voilà, donc le Sahara est riche, il a vraiment une végétation très très variée, en rapport bien sûr avec sa situation et avec ses reliefs.
Alors, on va se déplacer maintenant sur le continent asiatique. Dans les déserts donc de l'Asie, qu'est-ce que l'on va trouver d'original? Eh bien, je vais surtout insister sur l'Asie centrale. Cette Asie centrale, eh bien, elle a une végétation très discontinue. Le terme général, je vous le rappelle, c'est le terme de steppe. Ah, voilà. Hein. Toute végétation discontinue, on peut l'appeler steppe, quelle que soit sa composition. Hein, voilà, ça c'est le terme générique. Donc, on a donc cette formation de steppe avec donc un cycle végétal assez rapide, mais qui peut, j'allais dire, qui est parfois un petit peu surprenant. Par exemple, sur les régions, enfin dans les déserts de cette Asie centrale les plus arrosés entre guillemets, eh bien les arbres comme les arbustes plutôt comme les armoises vont par exemple dans un premier temps former des feuilles. C'est la priorité. On fait les feuilles d'abord. Et puis ça dure un certain temps, on reste en feuilles. Et puis à un moment donné, eh bien, on va avoir de façon très rapprochée les fleurs et les fruits. Voilà. Hein, vous voyez, donc c'est un cycle végétal tout à fait, j'allais dire entre guillemets banal, mais la façon de l'organiser dans le temps, elle, est tout à fait originale. Donc une période en feuilles relativement longue, vraisemblablement pour faire des réserves en quelque sorte, pour avoir des réserves, pour enfin pouvoir produire les fleurs et les fruits. Voilà la... Et puis, dans un désert qui porte un nom très exotique, dans cette Asie centrale, le désert du Karakorum, il y a un arbuste exceptionnel. Enfin, quand je dis arbuste, bon, c'est que ça va quand même jusqu'à 5-6 mètres facile. Hein, voilà, c'est pas négligeable. Hein. Maximum 9 mètres. Bon, quand même, ça se voit dans le paysage. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, le sac-saoul? Il en a deux. Il a deux particularités. Même quand il arrive à capter un peu d'humidité, vous ne verrez pas ses feuilles. Il ne fait pas de feuilles, il fait des tiges. Donc, si vous vous approchez d'un sac-saoul et vous êtes en train de vous dire oh, le pauvre, il est vraiment desséché, ça ne va pas du tout, il n'y a pas de feuilles, ne vous inquiétez pas, il est en train de fabriquer des tiges. Deuxième particularité, c'est son bois. C'est un bois extrêmement dense. Et je ne vous conseille pas d'essayer de vous faire un radeau avec. C'est un bois qui ne flotte pas. Voilà. Enfin, dernier caractère, mais ça c'est moins surprenant, il a des racines qui descendent très profondément dans le sol. Voilà. Le sac-saoul, c'est, on dira, coriace. Hein, voilà. On va chercher très loin de quoi s'alimenter. On a un tronc extrêmement serré, avec donc les canaux qui font remonter la sève, j'allais dire, très protégés en quelque sorte, hein, et réduit au minimum, c'est pour ça que c'est si dense. Et puis donc, surtout, ne gâchons rien, on ne fait pas de feuilles, on va se contenter des tiges. Voilà. Donc c'est un arbre, bon, vous allez chercher la photo, j'espère. Il ne paye pas de mine vraiment, hein, mais il a de sacrées capacités. Et puis aussi, il a une durée de vie assez longue. Il a une durée de vie plutôt longue et il est capable vraiment de se cramponner au sol pendant des dizaines d'années, au point que d'ailleurs, souvent, il sert de repère. Hein, donc on sait, là, il y a tel arbre, un ou deux sac-saoul, donc ça sert de point de repère et ça évoque bien sûr leur capacité à se maintenir. Deuxième cas un peu particulier, toujours dans cette Asie centrale, dans le désert, cette fois-ci, un désert chinois, qui s'appelle le désert de Tarim.
Là, nous sommes dans la partie ouest de la Chine, la partie désertique, la moins peuplée de la Chine. Alors, là, on va trouver un arbre qui est d'une famille qui va, j'espère, vous étonner un peu. C'est un arbre de la famille des peupliers. Ça vous étonne? Ah bah oui, chez nous, le peuplier, on l'associe à beaucoup, beaucoup d'eau. Hein, on s'en sert même d'ailleurs pour extirper l'humidité, les peupleraies, etc. Eh bien là, dans la famille des peupliers, eh bien, il y en a un qui est capable de s'adapter à la sécheresse, aux chaleurs d'été, à des hivers parfois rudes. Alors, son nom, j'allais dire le nom le plus facile, on l'appelle peuplier Touran, T-O-U-R-A-N. Donc il résiste à la sécheresse, à des sols squelettiques, au vent. Il est assez extraordinaire celui-là aussi. Voilà, petite particularité dans le continent asiatique. Alors ensuite, petit tour en Amérique du Nord. Petit tour en Amérique du Nord. Dont les paysages nous sont, si on n'y voyage pas, quand même un petit peu familiers, ne serait-ce que par les films qui y sont tournés. Hein, les déserts, c'est très cinématographique aussi. Voilà. Donc vous allez sans doute retrouver des termes ou des noms de déserts que vous connaissez. Alors, eh bien, quels sont les déserts d'Amérique du Nord qui présentent des originalités? Eh bien, ce sont toute une série de déserts qui se partagent, enfin en quelque sorte, qui sont à cheval sur les États-Unis d'un côté et le Mexique de l'autre. Hein, la frontière totalement artificielle, comme toute frontière, découpe ce qui est par nature, j'allais dire, une seule entité. Alors, si je vous dis désert Mojave, Sonora, Basse-Californie, et le fameux État de Chihuahua. Voilà, donc entre États-Unis et Mexique, donc ces zones désertiques. Alors, quelles sont les plantes particulières dans ces régions-là? Alors, il y a d'abord des plantes, des buissons très très gros, des buissons qui font bien facilement 2 mètres de haut et qui sont groupés en ce qu'on appelle des fourrés. Alors, donc, du coup, c'est assez consistant, c'est plutôt impénétrable. Et quand ça se dessèche, qu'est-ce qui arrive? Vous avez dû le voir. Voilà. Hein, ça forme une espèce d'énorme boule. Hein, et puis, ça c'est emporté par les vents. Voilà, ça c'est une séquence. Voilà. Mais bon, c'est une séquence un peu plus réelle. Hein, voilà, donc ça c'est une formation vraiment typique de ces régions. Le nom local, prononciation absolument pas garantie, le nom local est chaparral. Voilà. Donc si vous faites des recherches, vous prenez ce terme-là et vous allez voir donc ces gros buissons qui sont parfois fixes, quand ils ont, sont alimentés un petit peu par de l'eau, mais quand ils se dessèchent, eh bien, ils perdent leur appui au sol en quelque sorte et ils sont roulés. Le plus caractéristique, en dehors donc du chaparral, ce sont là aussi des plantes que vous connaissez qui portent le nom curieux de plantes succulentes. Alors, succulentes. Bon, alors ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes à manger. Hein. Ça veut dire quoi?
Elles ont une tige épaisse dans laquelle elles stockent de l'eau. Voilà, c'est ça. Hein. Elles ont, on ne peut pas dire des feuilles, mais en fait, elles sont constituées de différentes parties qui sont gorgées d'eau, effectivement, qui constituent leur réserve. Alors, dans cette grande famille, c'est une nombreuse famille hein, dans les plantes succulentes. Hein. Et ce qui est amusant aussi, c'est que c'est une famille où il y a de grands spécimens et des tout petits. Hein, c'est très varié. Alors, il est certain que vous connaissez dans la famille les plus grands, les fameux cactus cierges. Alors ceux-là, bon, ils ont plusieurs mètres de haut, ça doit pouvoir faire au moins une bonne dizaine de mètres. Il y a le cactus qui est un peu plus varié parce qu'il fait en quelque sorte des branches, c'est le fameux cactus candélabre. Voilà. C'est l'image d'ailleurs du cactus qu'on a généralement en tête. Hein. Si vous voulez symboliser le Mexique, vous dessinez ça. Hein. Voilà, et bon, vous avez le Mexique, enfin, façon de parler, mais bon, on est habitué à ça. Hein. Voilà. Et puis enfin, le troisième genre, vous le connaissez aussi, c'est le cactus à raquettes. Ah, voilà, bien sûr. Voilà donc les trois variantes principales. Donc ces plantes-là sont, j'allais dire, dispersées sur tous ces espaces désertiques en fonction, là encore, hein, de plus ou moins apport d'humidité, plus ou moins fréquent. Ça dépend un peu de l'exposition, du relief. Hein. Donc ces éléments peuvent être très dispersés, hein, avec une grande distance entre eux. Parfois, ils peuvent être très proches les uns des autres, forcément s'il y a suffisamment d'eau pour tout le monde, en quelque sorte. Alors, j'en ai pas terminé avec cette région-là. Il faut reciter, puisque j'en ai déjà parlé, la grande famille des yuccas. Bon, ça, on finit par les connaître. Hein, on est peut-être chez vous. Voilà. Et puis, une plante assez connue aussi, qui est, j'allais dire, souvent associée d'ailleurs au Mexique, ce sont les agaves, qui peuvent aussi s'implanter sous nos latitudes d'ailleurs. Alors, les agaves ont d'énormes tiges qui se terminent par des pointes acérées, dangereuses d'ailleurs. Hein. Il faut faire vraiment très attention. Mais elles ne sont pas, j'allais dire, dénuées d'intérêt d'un point de vue humain. Alors, dans ces agaves, il y en a qui sont très utiles parce que ces feuilles très épaisses, vraiment très vigoureuses, hein, eh bien, peuvent être défaites et fournissent une fibre qui est une fibre qui peut devenir une fibre textile sous le nom de sisal. Voilà. Il y a eu une période où justement c'était une matière qu'on voyait apparaître dans les magasins de décoration, des tapis en sisal ou voilà. Bon, pour le moment, j'ai l'impression que c'est un peu moins répandu. Enfin, bon, peu importe. En tout cas, bon, l'être humain a trouvé moyen tirer parti de ce type d'agave et donc en tire cette fibre textile, j'allais dire, très résistante au demeurant, hein, vraiment. Et puis, un autre type d'agave peut être broyé. Il peut être broyé. Et une fois broyé, il donne une espèce de pâte ou de purée, enfin, qu'on appelle pulque. Enfin, c'est un peu plus épais que la purée quand même, hein, c'est un peu plus liquide. Et cette pulpe, on pourrait dire ça aussi, hein, cette pulpe, eh bien, si elle peut étancher votre soif, c'est pas si mal, mais si vous la faites fermenter, vous obtenez un alcool réputé assez violent. C'était qui là? Voilà, donc fermenté, distillé, le pulque se transforme en une boisson beaucoup moins innocente, hein, que prévu. Voilà, hein, pour
que vous ayez quelques repères, que vous puissiez rassembler déjà tout ce que vous connaissez et l'associer aux régions d'origine. Donc, les agaves, soit pour fournir une fibre, le sisal, soit broyé, donnant le pulque, qui est une espèce de boisson un peu épaisse, et puis distillé, et là vous avez un alcool. Bon, dernière étape du voyage, on va quand même aller dans l'hémisphère sud, parce que là on est quand même un peu sur notre hémisphère seulement, ce qui est un petit peu dommage. Alors, on va aller faire un petit tour dans l'hémisphère sud, où effectivement les étendues désertiques occupent moins de place, parce qu'il y a moins de continents, l'exception étant le désert australien, bien sûr. Alors c'est, non j'ai mis, c'est pas 2 du tout, c'est 5, oui, c'est 5. Voilà. 5, donc, dans l'hémisphère sud. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver comme curiosité dans l'hémisphère sud? Là encore, c'est la même règle, si je puis dire, enfin la même règle, la même constatation plutôt que dans l'hémisphère nord. Chaque désert a ses espèces bien spécifiques. Même si, donc, il y a tous les caractères généraux dont j'ai déjà parlé. Donc, il y a quand même des caractéristiques. Alors, on va s'intéresser à 3 régions dans l'hémisphère sud. D'abord, donc, les déserts d'Amérique du Sud. Les fameux déserts côtiers. Vous vous rappelez, ces déserts un peu bizarres, en quelque sorte. Avec ce brouillard. Alors la végétation, c'est forcément adapté, là encore, comme toujours. Et puisque nous avons un désert côtier, alors, voilà le côté mer. Voilà. Alors la végétation, eh bien, elle varie en fonction justement du tracé de la côte, et on a une végétation qui se dispose en bande parallèle à la côte. Donc, quand on part du rivage et qu'on va vers l'intérieur, eh bien, là, on va rencontrer à chaque fois des espèces un petit peu différentes. Mais en tout cas, en bande. Alors, quel type de végétation? Des herbes, tout simplement. Des herbes donc qui vont être plus ou moins denses, évidemment, selon l'humidité qu'elles pourront capter. Et quand on arrive au niveau des pentes des Andes, qui sont donc toutes proches, et bien là, assez curieusement, eh bien c'est sur les pentes des Andes qu'on va trouver ce qu'on trouvait ailleurs dans les parties planes, c'est-à-dire la steppe à cactus. Et ça donne un paysage qui est pour nous encore, bon, puisqu'on est bien sûr alimenté par des clichés et par des habitudes, un paysage qui est assez surprenant, c'est-à-dire des versants assez abrupts, mais sur lequel on a donc ces fameux cactus et toute leur famille qui se développent. Voilà, c'est assez curieux. Alors, pourquoi la steppe en altitude et les herbes en bas? Eh bien, parce qu'ici, rappelez-vous, il y a les brouillards côtiers, donc qui vont quand même fournir une humidité, mais quand on va s'élever, l'humidité, il n'y en a plus tellement, et donc la végétation devient beaucoup plus discontinue. Et doit faire, bien sûr, des réserves. Alors, une petite, pas anecdote, mais enfin, un petit détail. Dans ces versants andins, si on arrive jusqu'à 4000 mètres, c'est déjà pas mal, eh bien, vous allez trouver une petite plante que l'on trouve maintenant dans les rayons de nos magasins, le quinoa. Voilà. C'est une plante associée à ces déserts d'Amérique du Sud, voilà, et qui, par le jeu de la mondialisation, etc., et de l'internationalisation de la nourriture, des produits alimentaires plutôt, eh bien, nous parvient.
Alors, curieusement, j'ai cherché un petit peu, cette plante est de la famille des betteraves et de l'épinard. Ah, oui, 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 oui. J'ai été très surprise aussi, c'est pas une graminée. Voilà. C'est une Chénopodiacée. Oh, mes compliments. Oui, la famille de l'épinard, c'est les Chénopodiacées. Ah, très bien. Et nous avons un épinard sauvage dans les Pyrénées. Ah, intéressant, Qui est d'accord. comestible. D'accord, d'accord. Moi, je connaissais pour les épinards le terme de tétragone, mais alors vraiment... Oui, mais parce que ça a des feuilles en pointe de flèche. Ah, très bien. Très, très bien. Bon, c'est bien, ça, on peut croiser les connaissances, c'est génial. Voilà, ça c'est parfait. C'est parfait. Bien. Donc, voilà ce que vous dis rapidement donc, sur l'Amérique du Sud et ses déserts côtiers. Ensuite, on va aller faire un petit tour en Afrique du Sud. Pas le pays, hein, l'Afrique du Sud, hein, pas la République sud-africaine. Hein. Il y a un désert qui est quand même assez réputé, parce qu'il a donné d'ailleurs son nom à un État, c'est le désert du Namibe, qui a donné le nom de la Namibie. Alors là, je vais vous décrire une plante, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Alors, je vais essayer de faire un petit croquis. C'est vraiment un croquis, c'est un schéma, hein, c'est pas du tout un dessin botanique que je vais vous faire, hein, ne vous méprenez pas. Donc, le sol. Alors, première caractéristique qui ne se voit pas d'emblée, mais on va faire un peu de suspense. Voilà. C'est une racine très longue, 2 à 3 mètres de profondeur. C'est pas mal. Hein. C'est déjà assez prometteur. Au-dessus émerge un tronc très court. Alors vraiment, hein, pas très loin. Hein, entre 50 cm et 1 mètre maximum, à peu près ça. Hein, voilà. Vraiment très court. Et alors, de ce tronc très court, sortent 2 énormes feuilles qui se répandent de chaque côté. Et quand je dis énorme, hein, c'est pas une blague, c'est de 2 à 4 mètres de long. Hein, voilà. Alors très schématiquement, hein, voilà les feuilles en question. 2 et 4 mètres de long. Voilà. Alors son aspect n'est pas très esthétique parce que les feuilles sont un peu lourdes, un peu posées au sol, abîmées, hein, effectivement aussi. Mais elle tient le coup cette plante. Elle peut vivre jusqu'à 1 siècle. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et alors, j'ai gardé pour la fin son nom. Ah oui. Alors, je regarde ma feuille, hein, parce que la première partie du nom est plutôt compliquée. Eh bien, cette plante extraordinaire s'appelle le Welwitschia mirabilis. Bon, on comprend bien mirabilis, enfin, hein, ça veut dire, admirable en quelque sorte, hein, étonnant. Hein, voilà, le Welwitschia mirabilis, une plante, j'allais dire, tout à fait imprévue en quelque sorte, et qui est toujours un étonnement. Mais je répète, au niveau de la photogénie, je vous dis ça pour que vous ne soyez pas déçus en allant chercher l'image, hein, vous allez voir des choses... Bref. Bien, et ensuite, il nous reste à faire un petit tour vers le désert australien. Voilà. Dernière étape de la promenade, le désert australien. Alors, le désert australien, c'est vaste. Hein, c'est bien, oui, c'est plus de la moitié du continent australien. Alors, je vais sélectionner les végétations les plus répandues. Hein, je n'entre pas trop dans les détails parce qu'il y a de quoi faire là encore. Alors,
La formation végétale la plus répandue porte le nom de Mulga scrub, ce qui est un mélange d'anglais, scrub, et Mulga, c'est dans le langage aborigène. Voilà, donc on a fait un terme, mais on peut dire Mulga tout court. Alors, qu'est-ce que c'est que le Mulga scrub? Eh bien, c'est tout un ensemble. Il y a des arbustes du genre Acacia. Il y a des buissons avec de longues racines. Au total, des plantes qui s'accrochent bien au sol, qui sont qui sont stables en quelque sorte. Et là encore, selon les conditions très locales, ça peut donner, j'allais dire, un effet de petit bois, ou ça peut être effectivement beaucoup plus clairsemé. C'est variable là encore. Dans les régions les plus sèches, ça c'est, je répète, bon, de manière générale, dans le désert australien, c'est ce qu'on va voir le plus souvent. Dans les régions ultra sèches, on a un autre type qui est cette fois-ci donc très discontinue, donc une steppe herbeuse. Alors attention, chez nous le mot herbe évoque des choses douces et agréables. Voilà, étendu sur l'herbe, enfin j'en passe et des meilleurs. Je vous conseille pas là, je vous conseille pas parce que l'herbe la plus connue porte le joli nom de spinifex et le surnom local c'est herbe porc-épic. Alors bon. Méfiance, c'est pas le moment de s'y étendre. Bien sûr, on retrouve tout le caractère épineux, évidemment, qu'on avait vu. Spinifex ou herbe porc-épic. Très expressif, on comprend tout de suite ce qu'il en est. Sur le continent australien, donc il y a plus de la moitié de climat désertique ou semi-désertique, et il y a aussi toute une frange de climat qu'on peut qualifier de méditerranéen. C'est là où il y a bien sûr une bonne partie de la population et des plus grandes villes, Sydney, etc. Alors sur le sud-est, dans la région sud-est, donc en transition vers cette région de type méditerranéen, on a un type de végétation dont vous avez sûrement entendu parler, c'est l'eucalyptus, qu'on trouve aussi en région méditerranéenne d'ailleurs, bien sûr, mais là c'est souvent une version naine. Là, on n'a pas les très grands eucalyptus très développés en hauteur, ils sont nettement plus petits. Alors là, je ne résiste pas à la tentation de vous demander quel est l'animal qui adore les feuilles d'eucalyptus. Voilà, le koala. Voilà. Et si vous avez vu des émissions sur les très graves incendies en Australie et la façon dont la végétation se renouvelle, il y a quelques documentaires très intéressants là-dessus. Bon, voilà, on voit bien un petit peu comment ce désert australien peut fonctionner. Voilà, bon, j'en ai terminé avec cette espèce de petit tour exotique, en quelque sorte, les curiosités de la végétation des déserts. Vous le savez aussi sans doute, au niveau de la faune, c'est tout aussi original. Je vous l'avais dit, certaines zones climatiques à d'autres. Donc là, j'ai privilégié les déserts. Là, je vais privilégier les climats des hautes latitudes. Voilà. Alors j'espère que vous trouverez que c'est assez justifié de les privilégier ainsi.
Alors, donc c'est le chapitre 10, numéro 5, les climats des hautes latitudes. Alors, on peut les nommer autrement, vous le savez, on a déjà employé ces termes-là. On parle de régions polaires, ça nous est plutôt familier. Et pour les régions immédiatement voisines, on parle de régions subpolaires, comme il y a les climats aussi subtropicaux. Ces régions, donc classées régions polaires et subpolaires, eh bien, sont loin d'être négligeables, même si sur un globe terrestre, ça paraît pas très important, eh bien, c'est quand même 1/5 de la surface du globe. Océans et continents compris. Voilà, pour situer déjà quand même leur importance en termes de surface. Comme pour toutes les zones climatiques, comme je l'avais expliqué, les limites, c'est toujours un petit problème, voire un gros problème. Alors là, je vais simplement vous donner la limite, comment on trouve la limite, disons, large, pour ces régions dites polaires et subpolaires. Comment on les délimite d'une façon... Bon, allez, large, de façon à couvrir le terrain en quelque sorte. On se sert de la moyenne du mois le plus froid. Le moins froid, pardon. Ah, décidément. Oui, la moyenne du mois le moins froid. C'est ça qui est l'astuce. À savoir, moyenne du mois le moins froid, j'insiste, c'est plus 10 degrés. Donc il ne faut pas que l'été, avec des grosses guillemets, ne dépasse en moyenne plus 10 degrés. Voilà. Donc à partir de ce repère-là, eh bien, bon, on peut être à peu près sûr d'être dans le domaine en question. Bien, alors nous allons entrer directement dans le sujet, c'est-à-dire on va entrer dans le froid et ses variables. Grand 1, le froid et ses variables. Et oui, parce que ces régions, on les appelle aussi les régions froides. Mais cet adjectif froid, on le sait, est très relatif. est très relatif. Petit rappel, pourquoi fait-il froid dans les régions polaires et subpolaires? Parce que l'incidence des rayons solaires est très faible. Le soleil est rasant. Voilà, c'est la forte inclinaison apparente des rayons du soleil. Forte inclinaison apparente des rayons du soleil avec deux conséquences. C'est que ces rayons du soleil qui arrivent très inclinés doivent traverser forcément une couche d'atmosphère assez importante, mais quand ils arrivent au sol, eh bien, ils ont une faible intensité, ils ont déjà diminué, et donc par unité de surface, ils n'apportent pas beaucoup d'énergie. Vous vous rappelez l'histoire du radiateur, le radiateur est le même partout, sauf que là, la pièce est beaucoup plus grande à chauffer. Et puis enfin, comme vous me le montriez, nous avons affaire à des surfaces en neige ou en glace, et l'albédo, alors là, fait repartir une énorme partie de l'énergie solaire qui avait péniblement réussi à passer. Voilà, donc ça je l'avais déjà expliqué, mais j'aime bien le redire. J'aime bien aussi quand on dit l'inclinaison apparente des rayons du soleil. Je vous rappelle que c'est un effet de la rotondité de la Terre. Ce n'est pas le soleil qui tout d'un coup, les rayons du soleil qui font des blagues. Bien,
Alors, pour parler du froid et de ses variables, je vais, sans que ça vous surprenne, insister encore une fois sur les différences entre Arctique et Antarctique. Et là, vraiment, dans ce chapitre-là, ça va prendre une place importante. Alors, petit 1, donc, les différences entre Arctique et Antarctique. Et j'ajouterai, puis je le répéterai sûrement, cette différence est, j'allais dire, d'autant plus importante, visible, voire inquiétante, par les temps qui courent. Bon, il y a des différences objectives, j'allais dire, de base, hein, bien évidemment, les bases géographiques qui font la différence entre Arctique et Antarctique, mais aujourd'hui, ces différences jouent de façon très très particulière. Bien, donc, première distinction concernant donc Arctique et Antarctique par rapport au froid. Puisque bon, c'est le thème. Alors, en Arctique, ce qui peut surprendre, c'est que les températures d'hiver les plus froides ne sont pas au pôle. Si vous allez au pôle Nord, eh bien, c'est pas là que vous risquez d'avoir le plus froid, même si, évidemment, mais c'est pas là que vous aurez le plus froid. Le plus froid dans la région donc polaire, subpolaire, arctique, le plus froid, eh bien, c'est dans les masses continentales qui sont dans ce secteur. À savoir, par exemple, le Groenland. Alors là, si vous voulez avoir froid, je vous conseille le Groenland. Par exemple, au Groenland, vers 78 degrés de latitude nord, c'est-à-dire donc on est bien au-delà du cercle polaire, on est bien dans la zone, on peut aller, c'est le minimum absolu, pour le moment enregistré, on peut aller jusqu'à moins 70 degrés. Là, à mon avis, il faut quelque chose comme un scaphandre, une tenue de cosmonaute. Parce que le moindre brin de peau exposé, là, c'est la congélation immédiate. Bon, alors il ne fait pas tout le temps moins 70 degrés, mais quand même, en février, la moyenne de février est aux alentours des moins 30. Quand même, voilà. Donc, les températures les plus basses ne sont pas au niveau du pôle, mais dans les masses continentales qui sont autour. Alors, quelle différence avec l'Antarctique ? Eh bien, comme vous le savez, l'Antarctique, lui, c'est un continent. Il faut insister là-dessus. Le résultat, c'est que à latitude égale, eh bien, il fait en moyenne 15 degrés de moins. C'est-à-dire que, dans l'équivalent de l'hiver en Antarctique, on est plus proche des moins 45, que des moins 30. Donc, il y a vraiment une différence notable dans les dimensions du froid, en quelque sorte. Le record absolu en Antarctique est de moins 94,5 degrés. Oui, parce que il y a aussi, rappelez-vous, en Antarctique, l'altitude. Et ça, cette température, elle a été enregistrée à une altitude de 2800 mètres. Donc là, on avait tous les facteurs réunis. La latitude, la continentalité et l'altitude. Donc,
moins 94 degrés 5. Merci aux scientifiques qui vont poser leurs enregistreurs dans ces endroits-là. Voilà. Bien. Donc voilà pour un petit peu essayer déjà de faire une idée d'un premier élément de différence. Alors, bon, tout ça c'est... J'ose le dire, ça fait froid dans le dos. Bon, mais finalement, ce n'est pas l'intensité du froid et même ces fameux records qui est peut-être le plus important. Le plus important, c'est la persistance de ce froid, sa continuité. Ça va être un facteur qui va être encore plus intéressant. Alors, on va en faire un petit 2. Voilà. La persistance du froid. Alors, quels sont les éléments qui peuvent indiquer que la période de froid, donc en Arctique ou en Antarctique, est longue? Alors, il y a des éléments qui sont finalement très, très clairs, si l'on peut dire, parce que très visibles, c'est ce qui arrive au niveau des cours d'eau. Alors là, je vais un petit peu parler de la Sibérie. La Sibérie, donc, immense... surface continentale, à haute latitude donc, et avec une particularité au niveau de ces cours d'eau. Ils sont très longs, la Lena, l'Ob, le Yenisei. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils sont gelés en surface. Oui, mais au niveau, ne serait-ce que de leur cours. Ils vont tous vers l'océan glacial arctique. Voilà, ils sont sud-nord. Voilà. Donc retenez bien ça, ça joue un rôle important. Ils sont sud-nord, ils prennent leur source, j'allais dire, sur les rebords montagneux qui sont au sud de la Sibérie, et ils font un grand chemin, des centaines de kilomètres, pour arriver dans l'océan Arctique. Alors, qu'est-ce qui leur arrive? Évidemment, ils gèlent. Ces cours d'eau gèlent, et ce qui est intéressant, c'est de savoir pendant combien de temps ils vont rester gelés. Ces cours d'eau sibériens et autres petites rivières adjacentes, évidemment, sont gelés 250 jours par an. Voilà, ça nous donne une idée vraiment de cette constance du froid. Sur l'océan Arctique lui-même, c'est l'extension de la banquise qui est l'indicateur. Donc les cours d'eau, c'est bien visible, l'extension de la banquise aussi. On en reparlera d'ailleurs sur cette question du gel de l'eau marine qui a des particularités. Quels sont les autres indicateurs? Alors il y a le nombre de jours de gel. Bon, ça c'est une donnée plutôt classique, de gel continu. Toujours pour rester dans la même région, celle de la Lena en Sibérie. Le gel est continu pendant 7 mois, d'octobre à mai. Voilà un autre indicateur. Alors on peut s'en douter, l'indicateur inverse, c'est-à-dire le nombre de jours de dégel. Quand est-ce qu'il ne gèle pas? Là, cette fois-ci, on va aller chercher ce qui se passe au Groenland, pour changer un peu. Au Groenland, le nombre de jours de dégel, c'est moins de 50.
c'est réduit comme créneau, hein. C'est vraiment très réduit. Voilà. Bon, voilà comment on peut se repérer et on peut bien comprendre donc que cette persistance du froid, c'est l'élément majeur plutôt que le record, hein, en quelque sorte. Alors, ce froid, qui peut atteindre donc des records impressionnants, qui est donc très persistant, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu de variation? Hein, on va aller chercher s'il n'y a pas quand même des nuances dans ce froid, vers le moins froid, vers le... Bon, il y a un petit peu de dégel. Alors, on va essayer de regarder ça en essayant de trouver les contrastes de température selon les saisons et dans la journée. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu de pulsation quand même dans ces températures? Alors, petit 3, les contrastes saisonniers et diurnes. Parce que jusqu'à présent, on pourrait se dire, oui, bon alors là, ça doit être terriblement monotone, il fait froid, il fait froid, il fait froid. Bon, bulletin météo. Bon, vous allez voir, c'est pas aussi simple que ça. Bien, alors, il y a des variables liées à la géographie, hein, dans ce froid aussi présent. L'amplitude thermique annuelle, eh bien, elle peut être très variable. Alors, on va commencer par l'amplitude thermique annuelle, c'est-à-dire la différence entre la moyenne du mois le plus froid et la moyenne du mois le plus chaud, hein. Eh bien, là encore, grâce aux stations, on peut découvrir des contrastes assez importants. Alors évidemment, bon, puisqu'on cherche des contrastes, on va faire au maximum. On va comparer ce qui se passe, par exemple, à l'est de l'Antarctique, avec ce qui se passe sur une île qui est au sud de l'Australie, mais dans la région bien sûr polaire et subpolaire, qui porte le joli nom de Macquarie Island. Voilà, donc des latitudes très ressemblantes, mais l'amplitude thermique annuelle, eh bien, réserve des surprises. Dans l'Antarctique, dans la station qui porte le nom de Vostok, eh bien, l'amplitude thermique annuelle est de 37 degrés. Ce qui est surprenant, mais alors, c'est 37 degrés, mais dans le froid. Hein, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui est un peu déboussolant pour nous, hein, c'est 37 degrés, mais en restant dans le froid. Et dans cette petite île, un peu isolée, même beaucoup isolée, mais en tout cas, on l'aura compris, en pleine mer, eh bien là, l'amplitude thermique annuelle n'est plus que de 4 degrés. C'est-à-dire que là, eh bien, les températures sont extrêmement stables tout au long de l'année. Donc voilà, donc c'est pas parce qu'on dit froid que c'est toujours le même froid. Hein, même si à nos yeux, bon, de toute façon, on n'aurait pas envie d'y aller. C'est quand même pas la même chose, et puis ça joue un rôle. Hein, des variations dans le froid, ça a des conséquences tout à fait importantes. Alors, on va passer à l'autre contraste possible, des contrastes dans la journée. Alors, est-ce que dans une journée quelconque, là-bas, eh bien, on a des contrastes de température? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver, on peut avoir des écarts diurnes, notamment dans les secteurs les plus maritimes, hein, au niveau des côtes ou au niveau des îles. Il peut y avoir des écarts dans la journée, avec notamment ce qu'on appelle là-bas des sautes de température, c'est-à-dire une impression de réchauffement subite, voilà, et sur quelques heures.
Alors, ces sauts de température, donc, qui interviennent dans les secteurs, je répète, les plus maritimes, eh bien, ils proviennent de quoi? Tout simplement, on s'en douterait, d'un air maritime, d'une circulation d'air maritime relativement doux, qui fait une incursion. Voilà, et qui offre, j'allais dire, pendant quelques heures, cette impression d'un réchauffement. Voilà. Donc, les journées ne sont pas forcément, j'allais dire, monotones, même si, bon, c'est quand même assez vrai. Il peut y avoir donc des phénomènes surprenants dans ces latitudes. Alors, est-ce que pour autant, on va pouvoir parler de saison? Oui, quand même. Quand même, il y a quand même des saisons. Mais évidemment, ça reste, j'allais dire, loin de ce qu'on peut connaître, notamment dans les latitudes tempérées. Les hivers sont longs et le maximum du froid n'est pas dans l'hémisphère nord en décembre. On est toujours tenté de se fier au solstice. Non, l'hiver, enfin le creux de l'hiver, comme on a l'habitude de le dire nous, eh bien c'est février dans l'hémisphère nord, enfin en tout cas dans la région arctique. C'est février. Quant à ce qu'on peut appeler un petit peu l'été, c'est quand même très très limité. Par contre, c'est là que les cours d'eau vont nous être utiles, à savoir quand on va voir à l'embouchure de l'Alena, de l'Ob et du Yenisei la glace commencer à fondre, bon, là on va pouvoir se dire là vraiment on amorce quelque chose qui va être une saison quand même différente. Donc c'est le dégel, notamment au niveau des cours d'eau, qui va servir d'indicateur, de repère pour arriver à situer une période d'été. Alors, plutôt que de passer à la deuxième partie, où il sera question de circulation atmosphérique, cette fois-ci on va retrouver un peu nos systèmes de pression et de perturbation, je voudrais évoquer justement ces fleuves sibériens. Tout à l'heure j'ai insisté en vous disant, bon, ils prennent leur source au sud et ils filent vers le nord. Et là on vient de dire, donc, quand s'amorce l'été des hautes latitudes, ça dégèle à l'embouchure. Sauf que, comme l'autre partie du cours d'eau est plus au sud, c'est celle-là qui a dégelé d'abord. Résultat, l'embouchure se dégèle en dernier et elle fait bouchon. Et donc, on a là des zones d'inondation énormes. Ça s'appelle la débâcle. Voilà. Donc voilà, la région sibérienne est terriblement handicapée, si l'on peut dire, par rapport à cela. Et alors, le comble, c'est que quand arrive l'hiver, le phénomène se reproduit, mais dans l'autre sens. Le bouchon à l'embouchure se forme d'abord, alors que l'eau est encore libre vers le sud. Résultat, encore inondation. Voilà. Donc là, on a là des terres qui sont extrêmement difficiles à maîtriser en termes de transport terrestre. Donc si vous regardez d'ailleurs une carte de la Sibérie, les routes, vous n'en trouverez pas. C'est mission impossible. Les routes passent tout à fait au sud, du côté du lac Baïkal, etc. Dans le nord, vous n'en verrez pas, c'est impossible. D'où l'importance pour la Russie, on en parlera de façon assez importante, de la route maritime de l'Arctique. Eh oui, voilà. Le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique, c'est politique. Ça a aussi un aspect politique que j'évoquerai un peu, parce que là aussi, on est bien, à mon avis, toujours dans le sujet. Voilà. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là pour avoir quelque chose de cohérent. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Non, c'est vrai. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.